Il y a des sujets que je veux développer, que j'ai marqués sur des petites affiches. Le premier, c'est certainement la démocratie. C'est en politique, surtout en France, dans un pays dit de libre expression, c'est le premier maillon. Il y a un deuxième maillon qui est pas aussi important, mais sans lequel la démocratie ne peut pas vivre. Ce sont les médias. Le troisième sujet qui sera abordé, c'est l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Tout simplement parce que la France, d'une façon très ancestrale, multimillénaire, on pourrait dire, l'agriculture fait partie du patrimoine français. Donc c'est ces trois sujets que je vais développer. Il y en a un quatrième qui est sur l'économie. Je voulais le brancher un petit peu sur les TPE, PME. J'en dirai deux mots parce que je sais qu'elles souffrent. Mais oui, je vois madame qui dit elle souffre. Et bon, on peut expliquer pourquoi elle souffre et surtout comment faire en sorte qu'elle le souffre beaucoup moins. De toute façon, quand on est entrepreneur, je l'ai été quelques années, c'est passionnant, mais il faut aimer souffrir, qu'on le veuille ou non. Il faut aimer travailler, il faut aimer oublier un petit peu les siens, il faut aimer l'imbécilité même humaine. Donc c'est ça être entrepreneur à l'heure actuelle, c'est vraiment très dur. Donc j'en parlerai à la fin. Donc le premier sujet, c'est la démocratie. Alors est-ce qu'en France, on peut dire que nous sommes en démocratie? Je pose la question parce que apparemment oui, il y a des élections, je suis là ce soir présent, donc nous sommes en démocratie. A priori, c'est ce qu'on pourrait croire. Alors que quand on regarde un petit peu dans les détails, qu'est-ce que c'est une démocratie? Comme le dit Asselineau, il y a le démos et il y a le kratos. Le démos pour dire le peuple et le kratos pour dire le pouvoir. Moi, je sais que depuis 2005, le peuple n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. Ou s'il le dit, s'il l'exprime, de toute façon, on n'en tient pas compte. Alors pourquoi on n'en tient pas compte? C'est peut-être une question qu'il faut savoir. J'ai retenu une phrase qui va retenir peut-être votre attention, qui vient de nos amis de la Commission européenne à Bruxelles. Viviane Reding, c'est une ancienne commissaire qui maintenant va dans une multinationale, laquelle je ne sais pas, mais enfin bon, elle va terminer sa vie avec beaucoup de remerciements et certainement beaucoup d'argent. Voilà ce qu'elle dit. Les nations doivent obéir à Bruxelles. Il n'y a plus de politique intérieure nationale. Et le plus surprenant, c'est quand elle dit cette phrase-là, elle se trouve dans une commission de l'Assemblée nationale en France. Et vous avez tous les députés qui sont autour, et il n'y en a pas un qui réagit. Tous font ça. Alors quand vous pensez qu'un député baisse la tête devant un commissaire, vous dites où est la démocratie? Est-ce que vous comprenez tout ce que je viens de dire? Quand vous voyez des députés qui baissent la tête devant un commissaire, alors qu'elle parle à des députés français, ceux qui doivent nous représenter, les représentants du peuple, eh bien non, ils ne disent rien. Alors quand vous avez des personnes tout à fait en haut de la légitimité politique qui ne disent rien à un commissaire, où est notre démocratie? En France, il n'y a plus de démocratie. Ça n'existe plus. Même si je pouvais avoir 50% dimanche soir de votants qui votent pour moi, à la limite, ça ne servira à rien. Ou la seule chose que ça pourrait servir, c'est de porter le mouvement un peu plus loin, un peu plus haut. Mais ça ne servirait qu'à ça. Alors pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, ça a commencé l'aventure on va dire, toute cette aventure politique et économique. Ça a commencé en 1957. En 1957, il y a eu le traité de Rome qui a été signé et qui dit la chose suivante.
la communauté européenne économique va développer un système libéral. C'est-à-dire, pour résumer, c'est-à-dire que l'économie va dépasser le politique. Pour ça qu'un M. Mendes France était totalement contre. Il l'avait bien annoncé avant que les députés votent. C'est-à-dire que les députés de cette époque-là, ils avaient une vision, comme la plupart des députés à l'heure actuelle, c'est-à-dire à la prochaine réélection, point barre. Ils ne pensaient absolument pas à ce que ça pouvait entraîner la France dans quelque chose qui était irréversible. Même De Gaulle a eu beaucoup de mal à le faire, à vivre avec. La seule solution qu'il avait à l'époque, c'était la chaise vide. La première, il aurait pu y arriver, c'est à partir du moment où, en 1966, il a viré les Américains de France. Mais il était toujours attaché à l'OTAN. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne n'existe que par des efforts absolument incroyables venus des États-Unis. Mais ça, pour le comprendre, je vous renvoie à certaines conférences de François Asselineau, il explique très très bien. D'ailleurs, il est passé à la télévision et il a expliqué, il y a eu des articles comme quoi c'est bien la CIA qui a financé qui ont aidé, sans financer, qui ont aidé des gens comme Jean Monnet et notre ami merci, Schuman, la Saint-Schuman. Une autre phrase aussi qui devrait interpeller le public, c'est Juncker. Il va avoir des actions en Écosse, ce monsieur. Ou en Irlande, je ne sais pas, parce que je crois qu'il va avoir des tonneaux de whisky chez lui. Il est... Enfin. Donc c'est le président actuel de la Commission européenne. Alors ce qu'il dit est admirable. Il ne doit pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Sommes-nous toujours en démocratie? C'est la question que l'on doit réellement se poser à l'heure actuelle. Sommes-nous toujours en démocratie? Alors, j'arrive au deuxième sujet qui devient naturel. Pourquoi ne le sait-on pas? C'est la deuxième question qui devrait venir, je ne sais pas, qui me semble naturelle. Pourquoi? Moi, je l'ai appris sur Facebook il y a 7 ans. Et depuis 7 ans, eh bien, on ne le dit toujours pas. On dit toujours que nous sommes en démocratie, alors que il y a les textes, il y a les dits par des personnes quand même influentes, et qui nous disent « Oui, nous sommes toujours en démocratie ». J'ai été interviewé hier matin par une journaliste de quel journal déjà? Enfin, ça n'a aucune espèce d'importance. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Elle me dit, mais si nous sommes en démocratie, puisqu'il y a la liberté d'expression en France. Alors là, c'est magnifique, la liberté d'expression en France. C'est-à-dire qu'elle a complètement zappé que les politiques devaient nous représenter. C'est parce qu'on a le droit de dire dans la rue ou de faire une réunion comme ce soir, là, c'est démocratique. Mais les choix démocratiques que nous, on décide qu'ils soient mis à la poubelle, ça, ben, oh oui, non, enfin bon, c'est pas très grave, hein. Oui, mais vous vous rendez compte ce qui se passe, c'est vraiment ce qu'elle a, il y a un témoin ici, ce qu'elle a répondu, oui, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe en Turquie ou en Russie? Alors, les médias, il y a quelque chose d'important, je lui ai dit la chose suivante. J'ai fait 2 ou 3 cafés citoyens sur Avignon, sur les médias. Et je lui ai dit, je les ai toujours fait à charge. Eh bien, je lui ai dit, je vais changer. Je vais voir comment on fait pour vous aider. Là, ça l'a un petit peu interpellé. Et elle m'a demandé, mais comment vous allez faire? Ben, je lui ai dit, est-ce que vous avez lu notre programme? Puisque vous vous intéressez à la politique, vous avez peut-être lu notre programme. Et là, non. À la limite, quelqu'un qui se présente à une élection législative, donc une élection politique, bon, c'est vrai, nous sommes 19.
Enfin, sur les 19, il y avait seulement 11, il y avait déjà 11 qui avaient pu être au présidentiel. Donc ça faisait 4 mois, 5 mois qu'elle avait le programme sous le coude, mais elle n'a jamais ouvert le programme politique de l'UPR. En 5 mois de temps. Et on se demande pourquoi les Français n'aiment pas les journalistes. Ben, il y a de quoi, je veux dire, en 5 mois de temps, ne pas pouvoir lire un petit fascicule d'une trentaine de pages, je veux dire, c'est assez méprisant. Et je dis donc, bah, on va aller sur les médias, et elle me dit, donnez-moi un exemple. Et je lui ai pris le premier qui est tombé, c'est-à-dire la transformation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, en une cour supérieure de l'audiovisuel. Elle ne l'a pas commenté. À partir du moment où j'ai dit ça, où je commençais à parler des médias, on a changé de sujet. C'est-à-dire que les médias eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. On a une discussion tout à fait étonnante. Là, c'est du direct que je vous fais, parce que c'est pas du tout écrit dans ce que je voulais dire. Et ça m'a tellement marqué hier qu'elle me dit, mais vous comprenez, pourtant on se remet en cause. Je dis oui, on interroge nos lecteurs. Et si, ils interrogent leurs lecteurs. Et je leur ai dit, mais vu que le nombre de journaux, le nombre de ventes diminue chaque année, c'est peut-être vos non-lecteurs qu'il faut interroger. Et là, elle s'est trouvée bête. Parce qu'ils se posent des questions, et ça fait 25 ans qu'ils se posent les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne va pas plus loin. Ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, 3 petits points, c'est bien. Tout le monde est content. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est bien, on a fait un colloque là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, ben on va y réfléchir. Ah ben c'est bien. Et ça ne va pas plus loin avec les médias. Alors je ne sais pas du tout comment je vais faire à partir du mois de septembre-octobre pour trouver des arguments pour les faire passer pour des victimes. Parce que, comme je vous l'ai dit, si je suis capable de faire une thèse, je dois être capable de faire l'antithèse. Et après, on fera une synthèse. Et donc, dès très très bientôt, je vais m'appliquer à vouloir défendre les journalistes. Parce qu'il y a des journalistes qui souffrent. Et quand vous reprenez le programme de François Asselineau et de l'UPR sur les médias, il est absolument extraordinaire. Parce qu'il veut tout simplement, c'est un truc bête, hein, dans une démocratie qui se prétend être une démocratie, c'est rendre la liberté d'expression aux journalistes. Je dois dire que c'est absolument incroyable. Comme thème de campagne, vouloir rendre la libre parole aux journalistes. Mais sinon, nous sommes dans une démocratie, effectivement, et la liberté d'expression existe en France. Ça, c'est le deuxième sujet. Alors, on m'a posé la question, si j'étais député. Je lui ai dit, soyons réalistes. Nous sommes 19 et je ne joue pas au loto. Il n'y en a qu'un seul qui va gagner, on sait à peu près qui. Je ne fais pas partie de ces gens qui jouent au loto. Je ne joue pas au loto en politique. Et les journalistes, en fait, il faut être gentil avec eux et en même temps méchant. Alors ça tombait bien parce qu'on était deux. Alors il y en a un qui joue, vous savez, comme dans les feuilletons, dans les policiers, il y a le gentil policier et il y a le méchant policier. Moi j'étais le gentil policier et Paul-Henri était le méchant. Lui il rentrait dedans et moi je lui disais calme-toi, calme-toi. Enfin bon, c'était... Voilà où en est les médias. Et ce que je vous dis ce soir, c'est des centaines de personnes qui pourraient vous le dire. Parce qu'il y a des centaines de personnes de l'UPR qui ont été interviewées par les médias depuis des années. Et à chaque fois, il en ressort ça. Alors de temps en temps, il y a un bon article, c'est vrai. On ne sait pas pourquoi, mais il y en a un. Bon, bah, sur Avignon, c'est pas près d'arriver. Où ça arrivera à partir du moment
où ils vont comprendre qu'on n'est pas leur ennemi, mais plutôt leurs amis. Parce que quand vous regardez le programme de l'UPR à ce sujet-là, on est vraiment là pour les défendre. Alors à propos de défense, on va passer au sujet suivant qui est l'agriculture. L'agriculture, en France, c'est catastrophique. On ne sait plus ce que l'on mange. On ne sait plus ce que l'on donne à manger à nos enfants. Nos enfants ont besoin de plus en plus de vitamines pour pouvoir vivre. Mais des vitamines de synthèse. Hein. On va voir le médecin parce que ça manque de vitamine B, ça manque de vitamine D, ça manque de vitamine C. Bon, moi j'ai vu ça avec mes petits-enfants. Tout le temps, ils avaient des cachets, des compléments alimentaires. Pourquoi? Il suffit d'en discuter avec un monsieur Ravi, il explique ça très bien. Vous en discutez avec un monsieur Bourguignon, il vous explique ça encore mieux. Et là, il vous explique, ben, c'est normal, les aliments, il n'y a plus d'éléments nutritifs à l'intérieur. On se remplit le ventre, on ne se nourrit plus. Alors c'est vrai que quand on parle à un agriculteur de cette façon-là, il est très gêné. Sauf si c'est un marchand bio. Quand vous dites avec Paul-Henri, on fait le marché bio le lundi soir pour le tractage, quand on parle avec les gens qui font du bio, ils sont entièrement d'accord avec nous. Et dès qu'on leur explique pourquoi on ne peut pas développer l'agriculture bio en France, et qu'on leur dit « mais c'est l'Union européenne », ah non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et si, c'est marqué, article 32, il faut de la productivité avec l'article 38 et 39, je ne vais pas revenir sur tous les articles, il y en a un qui est exceptionnel, que Emmanuel m'a envoyé, c'est l'article 34. Il est interdit d'interdire l'importation. Ben oui, madame. Si vous n'êtes pas au courant de tout ça, mais c'est aberrant. Alors, cette affaire d'abricots, quand les JA, c'est-à-dire les jeunes agriculteurs, déversent des tombereaux d'abricots, mais ça ne sert strictement à rien. Puisqu'ils veulent, comme interlocuteur, le préfet. Mais le préfet, il ne peut rien faire. Le préfet va s'adresser au ministère de l'Intérieur, mais lui, il ne peut rien faire. Ils vont dresser une commission, bien sûr, de députés, mais ça ne sert à rien, puisque, comme je vous l'ai dit, les députés, ils baissent la tête devant un commissaire. Parce que le commissaire sait très bien que la France a signé un traité de malheur, le traité de Lisbonne, qui fait que la France est obligée d'obéir au traité. Alors que faire pour pouvoir bien manger? Que faire pour sauver nos terres? Parce que je ne parle pas du système phytosanitaire. Vous allez en Beauce, vous allez dans l'abri, c'est des hectares, des milliers d'hectares qui sont là pour faire pousser du blé, donner du pain à la France. Et il y avait un monsieur qui est revenu, il m'a dit, mais elle est blanche la terre. C'est du béton, elle est blanche. Maintenant, les sols sont hauts comme ça. Il faut creuser la terre de cette hauteur. Vous vous rendez compte? Alors qu'il faudrait la gratter seulement. Sur ça, simplement pour que le blé rentre dans la terre, pour qu'elle soit plus meuble et qu'on passe uniquement un rouleau sur le grain de blé pour qu'il pousse. Il n'y a plus du mousse. Ah non, non, ben non, il n'y a même pas de verre. Il n'y a même pas de verre. Si on fait une analyse de la terre, on va retrouver des produits chimiques, on va retrouver mais un peu de terre quand même, un peu de terre. Sinon, c'est du béton. Et je peux vous assurer qu'en Beauce, ce n'est pas des petits tracteurs, hein, c'est des 500-600 chevaux. Ben, il faut de la puissance hein, pour entrer des sols comme ça dans la terre, et puis il n'y en a pas 2 ou 3 derrière, il y en a 10. Ben, rendement. Alors après, on s'étonne que le matériel s'épuise rapidement, il faut le racheter. Pour le racheter, on va chez le banquier. Là, c'est un sujet, on va éviter ce soir, sur les banques. Et la dernière chose,
à la limite, ça rejoint un peu le dernier sujet, c'est qu'on demande à nos agriculteurs d'agir comme si c'était des entrepreneurs. C'est-à-dire on ne leur demande pas de bien faire leur métier, on leur demande de gagner de l'argent. Un agriculteur, il n'est pas fait pour gagner de l'argent. Il est fait pour nourrir. Ce n'est pas tout à fait la même mentalité. Il est là pour soigner la terre. C'est une autre vision, ce n'est pas du business. Mais là, les cultivateurs, ils sont obligés de devenir des businessmen. Ils passent plus de temps devant un ordinateur à remplir des papiers ou à remplir des papiers à faire de la comptabilité qu'ils ne passent dans les champs ou abîmer leur terre. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Et s'il y a des gens qui font du bio ici ou qui s'occupent de l'agriculture, qu'on vienne me démontrer le contraire de ce que je viens de dire ce soir. Bien. Ça va, il n'y a personne qui me contredit, donc je continue. Et donc, pour parler de business, où là, effectivement, on fait du business, mais c'est clairement établi d'avance. Ce sont les TPE et les PME. Et là, je voulais que Abdel prenne la parole, s'il veut prendre la parole pour défendre un petit peu son milieu. Et ce qui se passe avec les TPE, c'est qu'ils sont, les TPE et les PME, c'est qu'ils sont submergés par des papiers administratifs. Ils passent énormément de temps aussi à remplir des papiers administratifs pour pouvoir engager quelqu'un, pour pouvoir le licencier, pour pouvoir, comment dire, avoir des octrois ou des arrangements. C'est toujours des papiers. Ils passent un temps fou. Alors que le métier de business, normalement, eh bien, c'est d'acheter, de transformer et de vendre. C'est de vendre ce que l'on aime bien faire. Eh bien là, non, on passe beaucoup plus de temps à faire quelque chose que l'on n'aime pas faire et qui nous coûte de l'argent. Voilà ce que c'est qu'un dirigeant de petite entreprise à l'heure actuelle. Il passe du temps à perdre de l'argent. Et après, on leur dit, faites plus productif. Ah bon, alors un patron, c'est logique. Il va dire, bah oui, mais moi, il faut que mes employés, il faut qu'ils travaillent mieux et plus. Ou alors, je me sépare et je la remplace par une machine. Aussi, c'est notre solution. Nous sommes réellement un mouvement qui faisons déplacer, c'est-à-dire on fait changer la politique politicienne, les autres parlent de politique politicienne, et nous on parle de politique. Nous sommes les seuls à parler d'histoire, on est les seuls à parler de géopolitique, on est les seuls vraiment à parler d'économie, on est les seuls à parler d'économie, de monnaie, de pouvoir, nous sommes les seuls. Et je ne parle même pas du droit, alors là, nous sommes des opponis, là. Et alors que toute la politique repose sur les différents points que je viens d'énumérer. Eux ne veulent pas en parler. J'ai proposé à Madame Lagrange un débat démocratique et en ayant comme base le droit, elle m'a dit oui, oui. Oui, oui. C'est vrai que c'est un peu comme les journalistes. Oui, oui. Ben voilà. Oui, oui. Non, mais on se pose la question. Pourquoi les journalistes vont mal? Ben, on se pose la question. Ah bah oui. Ben, posez-vous la question. Ben, ça y est, on s'est posé la question. Ben, maintenant, il faut réfléchir. Ben oui. Et ils tournent en rond. Et les autres partis politiques tournent en rond. Vraiment, dès qu'on parle avec d'autres, je ne parle pas des militants, parce que ils sont militants, donc il n'y a rien à dire dessus, je veux dire, ils font leur job. Et dès que vous parlez avec un soi-disant responsable politique, vous voyez, mais c'est un creux sidéral. Vous pouvez leur dire des choses énormes, ils vont être capables de vous dire, oui, c'est ça. Le choc des civilisations par Brzezinski, tout le monde sait ça. Non, c'est Hutchinson. Mais personne n'a fait Ah oui, bien sûr, j'ai lu. Oui. On peut dire les plus grosses bourdes, mais c'est amusant, c'est presque un jeu. Vous pouvez, la création monétaire, bah oui, il faut une compensation, bah oui, c'est ça, oui. Voilà, ils n'y connaissent rien.
Je me souviens aux dernières élections, mais c'était en 2012, c'était un expert comptable. Je lui ai dit, mais vous savez comment est la création monétaire? Il me dit, bah, je lui ai dit, à partir de rien. Alors, il m'a dit, vous êtes fou. Vous êtes fou, vous y connaissez rien. Voilà. Bon, ben, on a vraiment beaucoup de boulot, je veux dire, mais ça peut être fait de façon passionnante, parce que les gens vont de surprise en surprise. Les gens ne s'imaginent pas tout ce qui se passe dans nos dos et qui sont intéressantes. Je veux dire, comment parler d'économie autrement que d'une façon universitaire? Parce que vous avez un cours d'université, je vous assure que c'est... Ils y vont parce qu'il y a un bout de papier à la fin de l'année, hein. Parce que sinon, ils n'iraient pas. Il y a quelques professeurs qui doivent être bons, mais ce n'est pas la majorité. Hein. Donc, il faut que les réunions que l'on fasse, qu'elles soient attractives. Comme je l'ai dit, on ne s'appelle pas François Asselineau, on n'a pas sa force, on n'a pas sa puissance. Ce n'est pas la peine de chercher à l'imiter, on va se tromper. J'ai étudié la modélisation en programmation neurolinguistique. C'est très bien la modélisation. Quand quelqu'un fait un Scooby-Doo, on peut démontrer qu'un autre peut faire un Scooby-Doo aussi. Mais quand il s'agit de notre tête, on se détruit en utilisant la modélisation. C'est-à-dire que souvent pour les commerciaux ou les futurs chefs d'entreprise, on leur dit « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas voir, tu vas réussir ». Eh bien c'est faux. Ou s'il y arrive comme ça, il va se détruire. Mentalement, il se détruit. Parce qu'il va mettre de côté certaines de ses valeurs profondes. Et là, ça devient catastrophique. Et là, on se demande après pourquoi il prend des cachetons. Parce qu'il y a une complète contradiction entre ce que lui, il est et ce qu'il doit faire pour obtenir ce qu'il veut. Parce qu'on lui a dit, c'est ça, la réussite.